Ils ont arrêté un camion banal et le temps s'est refermé. En soulevant un couvercle, quelques barils gris ont fait basculer une routine frontalière en menace existentielle, révélant la fragilité d'un pays tenu par des détails. Que signifie, pour ceux qui vivent ici, qu'un chargement anonyme puisse décider du souffle national et du pari assumé d'Ibrahim Traoré? Pendant une seconde suspendue, l'avenir du Burkina Faso a tenu dans la poussière. Ce récit ne cherche ni l'emphase ni le slogan. Il promet une chose plus rare. Suivre une méthode, pas un mythe, et comprendre comment une frontière réputée poreuse devient, par discipline, un instrument de survie collective. Pour l'auditeur, le bénéfice est immédiat. Lire la sécurité comme une suite d'actes concrets et non comme une abstraction politique. L'enjeu, pourtant, dépasse l'épisode du camion. Il s'agit de savoir si un État sous tension peut tenir une promesse minimale, protéger sans dépendre, lorsque les ressources manquent, que la routine anesthésie et que l'erreur invisible coûte plus cher que l'erreur visible. Le pari associé à Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme une victoire, mais comme une pratique. Observer longtemps, agir brièvement, puis consolider sans relâcher. Un détail ici suffit à déplacer la lecture. Si l'anomalie devient une habitude, que reste-t-il à sauver avant que tout bascule ? En 6 mois, les saisies liées à des cargaisons à risque ont presque doublé sur un axe frontalier précis. Ce seul écart chiffré a transformé un incident logistique en signal stratégique suivi de près par Ibrahim Traoré dès les premières remontées internes. Le décor est celui d'un pays sous tension prolongée où la fragilité ne vient pas d'un effondrement soudain mais d'une usure lente. Les années précédentes ont laissé des administrations fatiguées, des postes de contrôle discrédités et une frontière sud devenue poreuse par habitude plus que par faiblesse. La routine y faisait office de mécanisme de survie. Vérifier vite, laisser passer, éviter l'erreur qui se voit plutôt que traquer celle qui se cache. Dans ce cadre, l'anomalie n'apparaît pas comme un événement spectaculaire, mais comme une répétition. Des dates d'expédition cessent de varier, des itinéraires se stabilisent, des chauffeurs reviennent au même créneau avec une régularité trop propre pour être innocente. La menace, elle, n'est pas nouvelle. Des flux illicites circulaient depuis longtemps, mêlant produits chimiques détournés, faux médicaments et explosifs dissimulés sous des cargaisons banales. Ce qui change à ce moment précis tient moins à la nature du trafic qu'à la posture adoptée face à lui. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une idée simple s'installe. La frontière ne doit plus être surveillée depuis le centre, mais lue depuis le terrain. Autrement dit, la vigilance n'est plus un ordre venu d'en haut, mais une compétence distribuée, nourrie par l'observation patiente et la remontée systématique des signaux faibles. Cette inflexion s'inscrit dans un climat régional instable où coups d'État successifs, pression sécuritaire au Mali voisin et défiance envers les dispositifs internationaux alimentent un double mouvement, tentation de retrait, besoin de contrôle. La réponse décrite ici n'est ni un isolement spectaculaire, ni une démonstration martiale. Elle ressemble plutôt à une discipline silencieuse, rotation des équipes, horaires rendus imprévisibles, cartographie des trajets, traçage des répétitions. Ainsi, le véritable révélateur n'est pas un baril, c'est un écart répété, mesurable, qui dévoile un système organisé et teste, pour la première fois à cette échelle, une promesse politique traduite en pratique quotidienne. Pour comprendre comment la mécanique se met en place, le récit suit ceux qui changent de posture avant de changer de résultat. Awa, jeune inspectrice des douanes, n'a ni grade élevé ni place dans les communiqués. Elle possède autre chose, une lecture patiente des routes, construite par des nuits passées à regarder sans intervenir. À ses côtés, le lieutenant Karim connaît les détours, les haltes improvisées, les silences trop longs au bord des pistes. Ensemble, ils incarnent une méthode discrète, fondée sur une idée simple, regarder longtemps avant d'agir brièvement. Leur premier impact ne se mesure pas en arrestation. Il se mesure en répétitions relevées, en horaires nouvelés qui se superposent, en cargaisons dont la destination sonne faux. Rien, pris isolément, ne justifie une alerte immédiate, mais tout mis bout à bout
impose une vigilance accrue. Cette phase d'observation rompt avec l'ancienne logique où l'efficacité se prouvait par le nombre de contrôles visibles plutôt que par la qualité des déductions. L'effet est rapide. Certains chauffeurs ajustent leur comportement, des itinéraires se figent, d'autres disparaissent. Un micro-basculement confirme le changement. Sur un poste secondaire, un agent récemment formé refuse de clore un dossier malgré la pression horaire. Il remonte une anomalie mineure, relayée sans friction par la hiérarchie. Ce geste banal empêche l'enterrement administratif du signal et prouve que la chaîne commence à fonctionner telle que voulue par Ibrahim Traoré. Comprendre avant de frapper et ne frapper qu'une seule fois. La vigilance lente produit des décisions plus justes. Avant ce basculement, les convois traversèrent la frontière comme des ombres familières. Les contrôles étaient rapides, presque mécaniques, et la poussière servait de rideau naturel à l'habitude. Puis, un changement discret s'est produit. Les rotations d'équipe ont raccourci les routines, les horaires ont cessé d'être prévisibles, et ce qui passait sans friction a commencé à ralentir. La discipline ne se manifeste pas par un ordre spectaculaire, mais par une consigne sobre. Observer, cartographier, attendre. Les agents suivent des camions sans les arrêter, notent des plaques, comparent des trajets. La répétition devient un signal. Les mêmes véhicules reviennent, au même créneau, chargés d'un ciment qui n'aboutit sur aucun chantier visible. Le trafic ne crie pas. Il insiste. L'activation commence ainsi. Un glissement de posture plutôt qu'un coup de théâtre. Les équipes apprennent à retenir leurs gestes. Elles laissent passer certains convois pour mieux lire le réseau. Elles se placent plus loin, sur des points secondaires, et transforment les détours en indices. L'ancienne logique voulait l'efficacité immédiate. La nouvelle mise sur la patience. À ce stade, la tension monte précisément parce que rien ne se passe. Les chauffeurs sentent dans la différence sans pouvoir la nommer. Ils ralentissent là où ils n'auraient pas ralenti. Ils évitent des haltes habituelles. Ils changent de ton lors des échanges. La frontière, d'un coup, cesse d'être un décor. Elle devient une surface d'observation. Le premier tournant survient avec une interception volontairement limitée. Un seul camion, choisi pour sa conformité parfaite au schéma observé. L'arrêt se fait sans tension. Aucun cri, aucune arme levée. Sous les sacs apparaissent des barils métalliques, scellés, sans marquage. À cet instant, la logique bascule. La surveillance abstraite devient un risque concret. L'équipe comprend qu'elle ne tient plus une hypothèse, mais un fragment d'un ensemble plus vaste. Le rapport est rédigé avant l'aube, précis, froid, sans adjectif inutile. Il circule rapidement, gagnant en gravité à chaque échelon. Ce qui était noté comme anomalie devient une suspicion structurée. La consigne finale, attribuée à Ibrahim Traoré sans emphase, tient en peu de mots. Ne pas multiplier les coups, préparer un seul resserrement. Le tempo est fixé. Les jours suivants sont consacrés à la préparation, et la préparation est une forme d'action. Les agents observent encore, volontairement. Certains convois sont laissés passer pour mieux cerner la chaîne. Les itinéraires secondaires sont cartographiés. Les habitudes horaires deviennent lisibles pour ceux qui regardent assez longtemps. La tension remonte à mesure que l'attente s'épaissit. Elle n'est pas faite de violence, mais de calcul. Le point culminant prend alors la forme d'un piège patient. 6 agents, 2 véhicules, aucun témoin. Une nuit couverte, sans lune, les camions sont immobilisés presque simultanément à des points distincts. Les moteurs s'éteignent. Les menottes claquent. L'absence de bruit rend la scène plus lourde encore. Les barils sont ouverts avec méthode. L'odeur métallique confirme la nature du contenu. Les spécialistes, appelés en renfort, identifient des explosifs instables et des produits chimiques détournés. Chaque constat élargit l'onde de choc. Il ne s'agit plus d'un trafic opportuniste, mais d'une chaîne organisée, pensée pour durer. Les répercussions commencent aussitôt. Les routes sont fouillées, les communications recoupées, des sociétés écrans sont identifiées. Chaque réponse ouvre une nouvelle question. L'événement initial s'efface derrière une certitude plus lourde, le pays a frôlé un désastre silencieux. Et si cette opération ressemble à une victoire, le récit la décrit plutôt comme un diagnostic, celui d'une routine brisée à temps, sous la vigilance méthodique portée en dernière instance par Ibrahim Traoré. Avant l'opération, les volumes interceptés sur cet axe restaient fragmentaires. Après, ils atteignent environ 2,5 tonnes d'explosifs dissimulés dans des barils anonymes, un volume qui indique une capacité de destruction étendue bien au-delà d'un incident.
Quelques mois plus tôt, sur le même corridor, les stocks saisis n'atteignaient qu'environ la moitié de ce niveau, et l'écart signale un saut logistique net, donc un réseau structuré. Entre ces deux repères, la donnée cesse d'être un chiffre et devient une lecture du risque. 2,5 tonnes ne décrivent pas seulement une quantité, elles décrivent une intention. Ce n'est plus l'ombre d'un bricolage opportuniste, mais l'esquisse d'un approvisionnement régulier, pensé pour durer, capable de répéter l'effort et d'absorber les pertes. Le point crucial n'est pas l'effet spectaculaire d'une explosion unique, mais la possibilité d'une chaîne d'impact dispersée, successif, capable de toucher plusieurs zones habitées et de saturer la réponse institutionnelle. Dans ce cadre, la frontière n'est plus un simple passage. Elle devient un seuil où l'échec se mesure en conséquences invisibles avant de se mesurer en ruines visibles. À cette ligne de menace s'ajoute un second constat, plus silencieux encore, la présence d'une quantité importante de cyanure à très forte pureté. Le récit n'en fait pas un détail technique, mais un indicateur d'intention. Une pureté élevée dépasse les usages attendus de l'orpaillage légal et suggère un détournement orienté vers la létalité plutôt que vers l'extraction. Ici, le danger ne tient pas seulement au choc, mais à la contamination lente. Une fuite limitée suffirait, selon les experts évoqués, à altérer durablement un bassin hydrique entier. La menace devient alors double. D'un côté l'explosion, de l'autre la dégradation progressive, celle qui ne se voit pas tout de suite, mais qui mine la confiance, l'agriculture et la santé publique. C'est précisément ce type de risque diffus que la méthode décrite cherche à rendre lisible, puis stoppable, sans attendre la catastrophe. Un troisième volet fait basculer la lecture vers l'humain. Des centaines de caisses de médicaments falsifiés, étiquetés sous de fausses identités, contiennent des capsules mêlant craie et arsenic, transformant le soin en poison, surtout dans les zones rurales. Ce point change la nature même du problème. Les cargaisons ne servent plus seulement à financer des réseaux, elles attaqueront directement les corps vulnérables, là où les contrôles sont rares, et la dépendance médicale maximale. Le risque n'est pas seulement statistique, il est intime, quotidien, presque domestique. En reliant explosifs, cyanure et faux médicaments, le récit dessine une stratégie d'usure interne où l'invisible circule plus facilement que le visible et où la routine devient le meilleur allié de la menace. C'est là que le choix de cadrage attribué à Ibrahim Traoré prend son sens. Parler de diagnostic plutôt que de victoire. La valeur de ces chiffres ne réside pas dans leur diffusion publique, mais dans leur capacité à orienter l'action suivante. Ils indiquent où concentrer l'effort, pourquoi la discipline ne peut pas se relâcher et comment une vigilance lente peut éviter un effondrement rapide. Ici, la donnée n'a rien d'héroïque. Elle explique froidement ce qui aurait pu arriver et ce qui a été empêché à temps. À distance, deux critiques reviennent avec insistance et elles méritent d'être prises au sérieux avant d'être contredites. La première affirme qu'un État aux ressources limitées ne peut maintenir durablement un tel niveau de vigilance sans appui extérieur. La rotation des équipes, la formation, l'analyse des signaux faibles et la coordination opérationnelle finissent par user les structures. La seconde soutient qu'une surveillance essentiellement interne risque de créer un vide régional exploitable par des réseaux mobiles. En concentrant l'effort sur une ligne, on déplacerait simplement la menace vers une autre, tout en affaiblissant la coopération transfrontalière. Ces objections s'appuient sur des précédents et leur logique paraît solide, l'endurance coûte et l'isolement peut être une faiblesse. Pourtant, le récit oppose à ces arguments des constats de terrain plus modestes mais plus précis. D'abord, sur plusieurs mois, les flux de contrebande reculent de manière nette, ce qui suggère que la méthode ne produit pas seulement un coup d'éclat, mais une friction durable. Ensuite, des centaines d'agents sont formés sur ressources internes. Ce point ne prouve pas l'abondance, mais la cohérence. Au lieu de dépendre d'une expertise importée, l'appareil se recompose par diffusion de pratiques communes. Enfin, les communautés locales sont intégrées au dispositif, non comme une foule mobilisée, mais comme une profondeur de vigilance. Signaler, refuser certains passages, rendre la routine moins automatique.
Dans cette logique, la surveillance ne repose pas uniquement sur l'État, elle s'étend en réseau d'attention, ce qui réduit le coût humain tout en augmentant la densité d'informations. Face à l'argument du vide régional, un autre élément compte, des échanges discrets s'engagent avec des homologues voisins, non sous forme de tutelle, mais de partage de méthodes. La stratégie ne ferme donc pas les horizons diplomatiques. Elle en redéfinit les termes en privilégiant la technique plutôt que l'affichage. Ce contrepoint ne nie pas le risque d'épuisement ou de déplacement. Il dit seulement qu'à ce stade, les critiques décrivent davantage un danger potentiel qu'un échec avéré. Et c'est précisément ce que revendique la posture associée à Ibrahim Traoré. Rester lucide, consolider et traiter chaque succès comme un signal à stabiliser, pas comme une fin. Tout a changé avec les faux médicaments. Jusqu'ici, l'opération visait un trafic dangereux, mais presque familier. Explosifs dissimulés, produits chimiques détournés, circuits clandestins déjà connus des postes frontaliers. Puis la découverte d'un entrepôt rempli de médicaments falsifiés destinés aux dispensaires ruraux en a modifié la nature. Ces cartons n'étaient pas seulement une marchandise rentable. Ils visaient des corps vulnérables, là où le contrôle est rare et la confiance vitale. La surveillance cesse alors d'être uniquement un enjeu de sécurité pour devenir une question de protection humaine directe. Ce basculement redéfinit l'échelle du risque. Il ne s'agit plus d'empêcher une explosion ponctuelle, mais d'interrompre une industrie de la négligence organisée, capable de transformer le soin en poison lent. Ce détail impose une relecture des priorités. Le danger n'est pas seulement spectaculaire, il est invisible, progressif et socialement corrosif. La consigne transmise à ce stade est révélatrice. Ibrahim Traoré ne parle ni de communication, ni de démonstration. Il insiste sur une chose, empêcher que l'invisible continue de circuler. La frontière devient alors moins une ligne militaire qu'un filtre moral face à des menaces silencieuses. Et ce moment n'apporte aucun soulagement. Il révèle que ce qui a été intercepté n'était qu'une partie d'un risque déjà diffus dans le quotidien. Dans les institutions, l'effet le plus immédiat n'est pas une statistique, mais un déplacement du rôle. Les contrôles cessent d'être une formalité pour devenir une responsabilité suivie où chaque signal faible compte autant qu'une saisie spectaculaire. Les décisions se raccourcissent, non par précipitation, mais parce que les informations remontent sans friction et que l'anomalie n'est plus neutralisée par l'habitude. Une crédibilité interne se reconstitue lentement. Et cette confiance retrouvée, selon le récit, est précisément ce que cherche à consolider Ibrahim Traoré. Une administration capable d'agir sans se mentir sur ses propres failles. Dans l'économie locale, les conséquences deviennent visibles à travers un phénomène simple. La réduction des flux clandestins redonne de l'air aux circuits légaux. Les transporteurs réguliers voient leur de marge se stabiliser, non parce que tout s'améliore, mais parce qu'une concurrence illégale plus coûteuse recule. Les marchés gagnent en prévisibilité, ce qui permet de planifier, d'acheter, de livrer, sans intégrer en permanence la peur d'un détour imposé ou d'un contrôle arbitraire. Ce n'est pas une croissance rapide, c'est un ralentissement de l'érosion, condition minimale pour qu'un tissu économique cesse de se contracter sous la pression. Pour les habitants, l'effet est un autre ordre, plus intime, plus difficile à mesurer, mais plus durable. La présence des agents n'est plus perçue uniquement comme coercitive, parce qu'elle s'accompagne d'un changement de posture. Écouter, vérifier, expliquer, plutôt que punir pour montrer qu'on agit. Les villages frontaliers signalent davantage, refusent certains passages, ajustent leurs habitudes, et cette participation transforme la sécurité en pratique partagée, non en spectacle distant. La circulation des faux médicaments recule, et même si la peur ne disparaît pas, elle devient partageable, donc moins paralysante. La protection concerne désormais l'eau, les soins, les routes quotidiennes, tout ce qui fait tenir une vie ordinaire. À l'échelle régionale, les réactions restent contrastées, et c'est là que le récit introduit sa nuance la plus nette. Certains parlent d'un « effet Traoré », pour désigner une souveraineté exercée sans affichage excessif, une discipline qui rend les passages moins prévisibles pour ceux qui comptaient sur la routine. D'autres expriment des réserves, un dispositif interne peut-il durer, et que se passe-t-il si la pression se déplace vers d'autres couloirs hors du champ observé? Mais un fait s'impose dans le texte. Les réseaux
doivent désormais composer avec plus d'incertitude et de coûts à chaque passage. Et cette hausse de friction redessine l'équilibre sans prétendre abolir la menace. Autrement dit, le pays n'est pas devenu invulnérable, il est devenu moins lisible pour ceux qui misaient sur sa fatigue. Dans cet espace réduit, une marge de respiration collective s'ouvre, fragile mais réelle. Les 6 à 12 prochains mois peuvent suivre 3 trajectoires et aucune n'a besoin d'être dramatisée pour être comprise. La première, la plus plausible, est celle d'un maintien de la discipline. Les rotations continuent, les signaux faibles restent les mots traités et la vigilance demeure un réflexe plutôt qu'un événement. Dans ce scénario de base, l'équilibre tient parce que la routine ne revient pas. Les réseaux ne disparaissent pas, mais ils perdent en fluidité. Chaque passage coûte plus cher, chaque détour devient plus risqué et l'administration gagne du temps pour consolider ses méthodes. Le danger ici n'est pas une attaque soudaine, mais l'érosion lente, un relâchement progressif masqué par l'impression que le pire est passé. Le scénario optimiste suppose un approfondissement, non une expansion spectaculaire. La méthode décrite se stabilise au point de devenir transmissible. Formation continue, remontée mieux triée, coordination plus rapide entre terrain et analyse. L'effet attendu n'est pas une multiplication de coûts, mais une diminution de l'aveuglement, donc une réduction des occasions offertes au trafic invisible. La confiance locale se renforce parce que les habitants voient des gestes cohérents et non des opérations ponctuelles. La sécurité devient alors une compétence sociale, ancrée dans des pratiques ordinaires, vérifiée, signalée, refuser l'évidence trompeuse. Dans cette trajectoire, le pari associé à Ibrahim Traoré se transforme en norme institutionnelle, tenir sans se raconter d'histoire. Le scénario pessimiste, lui, ne vient pas d'un ennemi plus fort, mais d'un système trop sollicité. La fatigue s'installe, les rotations se rigidifient, la pression administrative pousse à clore vite, et les signaux faibles recommencent à être neutralisés pour éviter l'erreur visible. Dans ce cas, les réseaux retrouvent leur avantage. Ils n'ont pas besoin d'être plus audacieux, seulement plus patients. La menace redevient ordinaire, donc tolérable, jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Et c'est ici que la question reste suspendue. Si l'invisible revient à circuler, qui le verra avant qu'il ne se transforme en dommage irréversible ? Une recommandation de pensée traverse ces 3 options. Ne pas confondre une opération réussie avec une stabilité acquise. Si la méthode tient, c'est parce qu'elle est répétée. Si elle s'effondre, c'est parce qu'elle cesse d'être répétée. Autrement dit, l'enjeu n'est pas ce qui va arriver, mais ce qui doit continuer à être fait pour que rien ne glisse. Au-delà des rapports et des cartes, les effets se lisent dans des gestes ordinaires, ceux qui touchent directement la vie de l'auditeur. Un commerçant commence par vérifier plus attentivement une cargaison avant de la distribuer, non par peur, mais parce que l'habitude de contrôler devient une forme de prudence partagée. Une mère hésite devant une boîte de médicaments au marché, demande l'origine, compare l'étiquette, et ce simple réflexe réduit l'espace laissé aux produits falsifiés. Ces scènes n'ont rien d'héroïque, mais elles modifient le rapport à la vulnérabilité. La sécurité cesse d'être un discours lointain et devient une pratique quotidienne. Dans les villes, le changement se traduit par une respiration plus stable. Les travailleurs du transport légal affrontent moins de concurrence déloyale, ce qui ne crée pas une prospérité soudaine, mais une prévisibilité minimale. Les petits entrepreneurs peuvent planifier une livraison sans intégrer systématiquement le risque d'un détour imposé par des réseaux clandestins. Les pharmacies regagnent progressivement la confiance des patients, parce que l'idée même de faux médicaments cesse d'être une rumeur diffuse pour devenir un danger identifié, donc discuté. Rien de spectaculaire, mais quelque chose de plus solide, la sensation que l'effort collectif peut limiter l'aveuglement. Chez les jeunes, l'impact circule autrement. Le message n'est pas glorieux, il est concret. Veiller devient une compétence, pas un mythe. La frontière n'apparaît plus comme une abstraction géographique, mais comme un espace qui conditionne l'eau, les soins, les routes et donc l'avenir. Dans cette perspective, la question adressée à chacun n'est pas « que peut faire un État ?», mais « que peut changer une société lorsqu'elle cesse de détourner le regard ?»
Lorsque le rapport final est refermé, la priorité n'est pas d'élargir l'opération, mais de la consolider pour éviter le retour de la routine sans épuiser ceux qui tiennent la ligne. Le récit évoque alors une série d'actions concrètes, structurées comme un chemin. Qui fait quoi, quand et comment mesurer ce qui s'améliore réellement. D'abord, centraliser le renseignement pour raccourcir le temps entre observation et analyse. L'objectif n'est pas d'accumuler des données, mais de trier vite, de relier les répétitions et de faire remonter l'anomalie avant qu'elle ne se normalise. Ensuite, renforcer la formation continue, non comme une cérémonie, mais comme une diffusion de méthodes. Des agents formés deviennent des relais capables d'unifier les pratiques et d'éviter que chaque poste ne réinvente son propre langage. Puis, structurer la coopération entre civils et militaires afin de réduire les délais de réponse tout en gardant l'action proportionnée. Intervenir une fois, mais intervenir juste. Après cela, ancrer la vigilance dans les villages par une éducation civique locale, tournée vers des gestes simples, vérifier, signaler, refuser les évidences trompeuses, sans transformer les habitants en auxiliaires sous pression. Soutenir aussi une réinsertion économique ciblée pour transformer certains circuits illicites en activités légales, là où c'est possible, afin de réduire la tentation de l'ombre. Enfin, évaluer régulièrement non la force employée mais la sérénité maintenue. Moins d'aveuglement, moins de poison invisible, moins de routines dangereuses. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros, mais comme le point d'équilibre d'une discipline qui ne vaut que si elle dure. Awa revient un jour sur le lieu où la routine avait cédé. La clairière porte encore des traces légères, presque effacées, et rien n'indique, à première vue, l'importance de ce point précis. Pourtant, elle se souvient du moment où l'habitude a cessé de protéger et où l'attention a commencé à peser plus lourd que la vitesse. Ce rappel silencieux donne au récit sa gravité. Ce qui a été arrêté n'était pas seulement un convoi, mais une manière de laisser passer. Dans ce paysage sans emphase, la présence d'Ibrahim Traoré n'a rien de théâtral. Il est décrit comme quelqu'un qui vérifie une ligne tenue, sans discours inutile, comme on mesure une discipline confirmée plutôt qu'une victoire proclamée. La leçon n'est pas que la peur disparaît. La leçon est qu'elle peut être contenue lorsque l'urgence s'éloigne, précisément parce que l'attention reste active. Le motif revient, intact, un couvercle levé, un détail noté, une date décalée. Ces gestes minimes ont empêché le pire bien plus sûrement qu'un affrontement visible, et c'est peut-être cela la tension la plus durable. Comprendre que la sécurité ne se gagne pas une fois, elle se recommence. On protège ce qu'on refuse d'ignorer. Ce récit n'appelle ni adhésion immédiate, ni jugement tranché. Il invite à une attention partagée, calme, exigeante, parce que ce qui s'est joué ici dépasse la frontière et touche à une question simple. Comment une société apprend-elle à regarder ses propres failles sans les nier, ni les transformer en spectacle ? Les décisions comptent, bien sûr, mais les gestes ordinaires comptent tout autant. Vérifier une cargaison, signaler une anomalie, refuser une évidence trop facile, transmettre une information sans dramatiser. Si cette histoire résonne, ce n'est pas parce qu'elle promet l'absence de risque, mais parce qu'elle montre une réduction possible de l'aveuglement. Elle laisse aussi une interrogation ouverte. Que devient un pays lorsque la vigilance cesse d'être une affaire lointaine et devient une pratique sociale ? Et à l'inverse, que se passe-t-il lorsque l'habitude reprend sa place, doucement, sans bruit ? La discussion reste ouverte. Elle mérite d'être poursuivie avec nuance et précision.